Cette vidéo est sponsorisée par Barry, le néo-fournisseur d'électricité dans une appli intelligente. Bonjour et bienvenue dans ce Planète électrique. Depuis maintenant quelques années, l'électricité s'impose dans des domaines où elle était minoritaire, comme le chauffage ou le transport. L'arrivée des voitures électriques et des pompes à chaleur va booster la consommation électrique, ce qui soulève des inquiétudes bien légitimes sur la production de cette énergie. Aurons-nous assez d'électricité ? Sommes-nous à la veille de coupures de courant plus fréquentes ? Combien de centrales allons-nous devoir construire ? Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Dans notre société, le rapport à l'énergie, d'où qu'elle vienne, devient de plus en plus essentiel à notre survie. Là où il n'y a encore que quelques générations, nous survivions grâce à seulement un peu de bois de chauffage ou de charbon. Des bougies ou chandelles suffisaient à nous éclairer. Que de chemin parcouru en quelques décennies pour en arriver à la situation actuelle. La quasi-totalité du parc de production électrique, sans compter le réseau de distribution, date d'après la Seconde Guerre mondiale. En 1950, le parc de centrales électriques a produit moins de 50 TWh d'électricité. En 2019, ce sont 570 TWh qui ont été produits, soit une multiplication par 12 environ en 70 ans. Pendant toutes ces années, les chiffres ont progressé, mais le mix énergétique également. En 1950, l'énergie était produite soit par des carburants fossiles, pétrole et charbon essentiellement, mais aussi grâce aux centrales hydroélectriques. Le mix actuel est bien plus diversifié grâce au nucléaire, mais aussi à l'arrivée récente des énergies renouvelables. Si à ce jour, les émissions de CO2 par kilowattheure s'établissent à 33 grammes en France, imaginons ce que serait un monde où la technologie serait restée au niveau de 1950, avec notre consommation actuelle. Les centrales thermiques pulluleraient sur le territoire, et avec des émissions moyennes de 500 grammes de CO2 par kilowattheure, nous gratifieraient de 250 millions de tonnes de CO2 relâchées en 2019 dans l'atmosphère de notre beau pays. Attends, il y a un truc que je comprends pas bien. Tu as parlé de centrales hydroélectriques pour 1950, non ? Pourquoi tu n'en tiens pas compte en 2019 ? C'est très simple. Parce que nous n'avons pas plus de fleuves ou de lacs pour produire plus d'hydroélectricité. La France exploite aujourd'hui la quasi-totalité des points de production possibles. Avant le développement du nucléaire, une croissance de la consommation électrique ne pouvait être soutenue que par le pétrole ou le charbon. Et c'est ce qui s'est passé dans la majorité des pays du monde, avant de commencer un virage tardif vers des productions électriques moins carbonifères. Si la situation française avait perduré avec le mix énergétique des années 60, la qualité de l'air en France serait un peu plus mauvaise que la situation actuelle. Un peu ? Je te trouve bien optimiste. Une augmentation de x12, c'est quand même pas rien. Si on ne regarde que l'électricité, tu sembles avoir raison, mais il faut prendre en compte toutes les utilisations de l'énergie. Et l'électricité n'en est qu'une part. Elle ne représente que 25% de l'énergie consommée en France de nos jours. Un tiers de notre consommation est lié au transport, un peu plus d'un quart pour les ménages, 20% pour l'industrie et un peu plus de 16% pour le tertiaire. L'agriculture et d'autres secteurs se partagent les quelques pourcents restants. Les deux plus gros consommateurs d'énergie sont liés à la production de chaleur et au transport. Or, ces deux postes sont massivement trustés par les énergies fossiles à ce jour. Entre l'extraction, le transport, le raffinage et la distribution, ces carburants ont un rapport énergie-pollution désastreux. Et voilà pourquoi il faut en diminuer l'usage. Les remplacer par l'électricité avec la voiture électrique à batterie et les pompes à chaleur au rendement incomparablement meilleur que les systèmes qu'ils remplacent permettrait de diminuer les besoins globaux en énergie. C'est également ce qui rend l'hydrogène caduc pour ces usages, car sa production aurait l'effet inverse en raison de mauvais rendements. Il faudrait plus d'énergie à cette filière pour remplacer la consommation actuelle. Et ce n'est pas vraiment ce dont on a besoin. Mais alors, il faudra tout de même produire beaucoup plus d'électricité. Si les pompes à chaleur et les voitures électriques se généralisent, ça va faire sauter le réseau.
En fait, c'est bien plus subtil que ça. Une députée française avait publié un papier alarmiste disant que pour faire circuler les voitures de France à l'électricité, il faudrait 5 centrales nucléaires supplémentaires et sûrement rouvrir des centrales à charbon. L'excellente chaîne YouTube Le Réveilleur vient d'ailleurs de faire une vidéo sur la voiture électrique qui arrive à la conclusion qu'il faudrait 100 TWh par an pour couvrir les besoins d'un parc roulant particulier tout électrique. Mais ce changement ne se fera pas du jour au lendemain et l'ouverture massive de nouvelles centrales ne sera sûrement pas une nécessité. Mais alors comment va-t-on produire toute cette électricité? Ce ne sont pas les énergies renouvelables qui pourront tout absorber. Tu as parfaitement raison, mais il y a un détail que tu n'as pas relevé par contre. Il y a une grosse différence entre la puissance du parc de production électrique et l'énergie produite. C'est d'ailleurs la même erreur qu'a fait notre député en confondant puissance et production. En France, le parc de centrales a produit 570 TWh ou 570 000 GWh en 2019, soit une puissance moyenne de 65,07 GW en puissance instantanée. Or, notre consommation n'est pas linéaire. En 2021, le pic de consommation instantanée était d'un peu plus de 88 GW. Et le record historique s'élève à 102 GW en 2012. En période creuse, notre consommation descend bien plus bas et les centrales fonctionnent au ralenti. Le 11 janvier 2021 était un jour d'alerte pour EDF et RTE car la pression sur le réseau et la production était plus importante que d'habitude, pouvant localement déboucher sur des coupures de courant. Les détracteurs de l'électrification dans les transports en ont fait leur gorge chaude, afin d'affoler la population et de dénigrer ces nouveaux modes de consommation. Tous ces discours alarmistes et souvent bien orientés vers les peurs populaires du nucléaire ou des coupures de courant n'ont que peu de réalité, voire pas du tout. Si actuellement nous rechargeons nos voitures un peu n'importe quand, il y a sûrement moyen de faire plus efficace. Si dans un monde idéal nous pouvions lisser la consommation de nos recharges à des moments où le réseau est peu sollicité, nous disposerions en moyenne de 23 GW de puissance disponible. Et encore, je ne tiens pas compte de la puissance maximale installée en France, qui est de plus de 130 GW. Si nous produisions 88 GW en permanence sur le réseau, nous disposerions de 201 480 GWh, soit 2 fois plus que nécessaire pour faire rouler tout le parc de voitures particulières à l'électricité en France. Ah ouais, mais c'est dans un monde idéal ça! En plus, si on fait tourner les centrales à charbon et à pétrole en continu, ça va augmenter la pollution. Et surtout le prix de l'électricité. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. En effet, tu as parfaitement raison. Il faut alors se demander comment on peut gérer cette situation. Et c'est là qu'intervient notre sponsor, Barry. Selon une étude réalisée par Barry via Google Survey auprès d'un échantillon de 2364 Français, 60% des Français n'ont jamais changé de fournisseur d'énergie. Ils sont pourtant 29% à trouver leur facture obscure, 32% ont déjà été surpris par une facture de régularisation plus importante que prévu et 36% ne savent pas combien leur coûte leur consommation annuelle d'électricité. 40% ignorent même quelles sont les fonctions du si décrié compteur Linky. Je vous mets d'ailleurs 2 vidéos dans la description qui détaillent l'appareil et ce qu'il peut faire, mais également ce qu'il ne peut pas faire. On connaît tous les types d'abonnements heure pleine, heure creuse et d'autres systèmes similaires. Or, un fournisseur n'achète pas l'électricité de cette manière. Comment ça, il achète de l'électricité? Il la produit pas? Eh bien non, il existe des producteurs d'électricité comme EDF par exemple. Ces fournisseurs vendent leur production sur un marché de type boursier. Comme pour toutes les denrées commerciales, il existe un prix de marché établi en fonction de l'offre et de la demande. C'est ce qu'on appelle le prix spot. Le prix est établi jour par jour en fonction des prévisions de production et de consommation, par tranche horaire. Il peut même parfois s'approcher de zéro. Le fournisseur d'électricité achète le courant sur ce marché et te le revend après l'avoir fait transporter par le réseau électrique géré majoritairement en France par RTE, le réseau de transport d'électricité. De plus, RTE fournit le mix énergétique de l'électricité à un temps T, ce qui permet d'en connaître les proportions d'énergie renouvelable. Ah, mais moi j'ai un contrat qui ne me fournit que de l'énergie verte, hein. C'est encore une fois un raccourci marketing. Un fournisseur d'énergie verte a acheté des droits de commercialisation à des sociétés qui produisent de l'électricité de manière renouvelable. Ce n'est pourtant pas cette électricité que tu consommes dans ta prise. L'énergie produite pour ton domicile est faite d'un mix plus ou moins carboné en fonction des moments. S'abonner à ce type de contrat, c'est donner un coup de pouce aux énergies renouvelables, mais ta consommation n'est peut-être pas aussi verte que ce que ton fournisseur veut te faire croire.
Voilà pourquoi Barry a voulu donner le contrôle à l'utilisateur. Mais comment cela fonctionne-t-il? Tu prends un abonnement chez Barry et tu installes l'application. Le compteur Linky remonte alors les informations de consommation heure par heure, comme il le fait pour tout autre fournisseur d'énergie. Là où la différence se fait, c'est dans l'utilisation de ces données. Barry te vend l'électricité au prix de marché, il se paye uniquement sur le prix de l'abonnement. Avec tes consommations relevées, Barry te facture le juste prix de ta consommation. Plus d'estimation, plus de surprise. Tu peux même contrôler ta facture en regardant les données de ton Linky directement. Ah ouais, c'est bien, mais ce serait même encore mieux si je pouvais prévoir le prix à l'avance pour consommer au moindre coût. En effet, tu mets le doigt sur un point important. L'application Barry te donne le prix spot du lendemain pour te permettre de programmer tes consommations de courant. Tu sais alors à quel moment recharger ton auto ou déclencher toute application demandant beaucoup de courant. En plus, tu peux aussi savoir quelle sera la proportion d'énergie renouvelable dans l'électricité que tu consommeras. En clair, tu prends le contrôle de ta consommation et tu peux la suivre facilement. Cela veut dire que tu pourras aussi suivre directement les efforts que tu fais pour économiser de l'électricité. Tu auras alors des alertes pour te dire quand l'électricité est peu chère ou produite par des moyens durables. De plus, si tu as une maison connectée, tu peux utiliser l'API de Barry pour piloter automatiquement le démarrage des gros consommateurs de courant, comme une borne de recharge intelligente du style de la Wallbox Pulsar Plus que j'avais présenté il y a quelques temps. Ok, c'est super. À mon niveau, je vais faire des économies et en plus, je saurai comment mon électricité est produite. Mais en quoi ça va aider la transition ? En privilégiant de l'électricité produite à des moments où elle est le plus disponible, tu rentabilises l'outil de production et de distribution actuel. Plus il y aura de consommateurs responsables et conscients de leur impact sur la totalité du réseau, moins on aura besoin de créer de nouvelles infrastructures de production ou de distribution. Si aujourd'hui nous avons assez d'électricité pour faire rouler nos voitures, la transition énergétique passe aussi par l'électrification du chauffage. L'augmentation de la consommation énergétique sera la clé du passage à un monde plus responsable. Avec une généralisation d'une consommation transparente et contrôlée, on peut donner le temps aux énergies durables de se développer tout en augmentant notre confort. Si les prix de l'électricité grimpent à l'avenir, ce sera surtout lors des pics de consommation que ce sera notable. Consommer mieux est aussi important que de consommer moins, et cela, Barry le permet. Du coup, si c'est si bien, je suppose que tu es abonné? Eh bien, non. Ce n'est pas que je ne le veuille pas, c'est que je ne le peux pas. Pour fonctionner, Barry a besoin du compteur Linky, mais également de récupérer les données auprès du gestionnaire du réseau électrique. En France, la grande majorité des abonnés est reliée au réseau RTE, mais certaines régions sont encore gérées localement. C'est le cas chez moi avec une gestion par électricité de Strasbourg. Comme il n'existe pas encore de protocole entre ES et Barry, je vais devoir attendre encore un peu avant d'en profiter. Toutefois, si je ne peux pas m'abonner à Barry, j'ai néanmoins négocié un code promo pour ceux qui voudraient le faire. En utilisant le code dans la description, vous bénéficiez de 25 € d'électricité offerte. Profitez-en bien et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours d'expérience dans les commentaires. Je remercie également Barry d'avoir permis la production de cette vidéo et de son soutien au travail du Choucroute Garage. Enfin, dernier point, la technologie permet aujourd'hui de mieux consommer et de connaître les effets écologiques de nos efforts. Ce n'est pourtant pas ce qui motivera la population à changer ses habitudes. Le fait de maintenir, voire de baisser ses dépenses en électricité sera un levier bien plus puissant pour motiver les masses. D'autant plus que cela permet à ceux qui n'ont pas la possibilité d'investir dans des panneaux solaires par exemple, de profiter tout de même de ces technologies, indirectement. Encore un exemple de cercle vertueux qui, s'il est bien utilisé, débouche sur des avantages à tout point de vue. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!